Bonjour et bienvenue à Stanislas Guerini. Bonjour. Vous êtes délégué général, toujours délégué général de La République En Marche. Aux dernières nouvelles, oui. Et ministre de la fonction publique, ça c'est plus nouveau. Avant de plonger dans les délices de votre ministère, des gros dossiers où il sera question tout à l'heure de Michel Sardou, vous verrez comment. Un mot quand même sur l'Ukraine, 100e jour de guerre. Et c'est vrai que le 24 février, quand l'offensive a été lancée par Poutine, on n'imaginait pas qu'on en serait encore là, que le calvaire des Ukrainiens serait aussi long. Un mot, gérer à Kiev en temps utile, a encore dit Emmanuel Macron mardi dernier. Est-ce que ce serait utile qu'il y aille la semaine prochaine? Est-ce que ça aurait un sens? La volonté du président, c'est d'y aller quand sa visite permettra de débloquer quelque chose. On voit bien qu'on est sur un conflit qui est un conflit long, qui est un conflit qui est en train de s'enliser, dont on va avoir les conséquences pour des mois, des années en réalité. Donc je crois que la visite du président de la République, c'est quand il y a peut-être un geste de désescalade, un moment décisif dans le conflit. Je ne suis pas sûr que les conditions soient encore réunies. On voit bien que ce conflit il est en train de s'enliser. Donc c'est lui qui décidera en fonction des informations que je n'ai pas, je veux le dire avec humilité aujourd'hui. Mais le sens de sa visite, ça va être pour débloquer quelque chose. Il serait bon que M. Macron vienne pendant la présidence française de l'Union européenne. Il la préside jusqu'au 30 juin, donc le temps est un peu compté quand même. Nous sommes le 3. Ça aurait un sens. Ça, c'est une phrase du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Bien sûr, mais vous savez, les contacts, ils sont permanents avec le président Zelensky, qui sont d'ailleurs reconnus par les autorités ukrainiennes. Ce qui compte, ce sont les actes. Et les actes, c'est d'aider les Ukrainiens. Nous continuons de nous battre en Européens pour envoyer des armes, pour envoyer aussi de l'aide humanitaire, et puis pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine, là aussi en Européens, pour monter les sanctions, pour protéger aussi les Européens des conséquences, notamment sur l'énergie que ça aura. Donc nous croyons à l'Europe, nous croyons à l'aide aux Ukrainiens, ce n'est pas partagé par tous dans cette campagne, et ce sont ces actes-là qui comptent, je crois. Ce que je retiens de ce que vous nous dites ce matin, c'est que pour vous et pour Emmanuel Macron, par exemple, une étape décisive dans la désescalade, ça donnerait du sens à sa visite. Oui, ça ne doit pas être que symbolique. La visite, ça doit être effectif. Il est le président de la République, il a la charge et l'honneur de présider l'Union européenne dans le moment. Et nous, ce que nous voulons, c'est d'agir concrètement auprès des Européens, des Ukrainiens, pardon. Vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Certains observent que vous avez fait toute votre carrière professionnelle avant d'être en politique dans le privé. Est-ce que vous êtes préparé à être le ministre des fonctionnaires? Je suis ministre de la Fonction publique, mais avant tout, je suis le ministre des agents de la fonction publique. C'est-à-dire ceux qui ont permis au pays de tenir pendant la crise. Je serai à leur côté. Je suis admiratif du travail qui est fait. Je suis confiant qu'on puisse aussi les aider, parce qu'ils ont des difficultés. Je pense aux agents de guichet qui portent le poids de la complexité des choses. Je pense aux agents en administration centrale qui veulent changer l'administration, qui veulent bouger pour mieux servir les usagers. Eh bien, tout cela, je les aiderai. Ils ont des difficultés économiques aussi. Il faudra y répondre. Je suis en train de travailler à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Alors justement, pour tenir les engagements que nous avons pris vis-à-vis d'eux, ça sera un premier acte de confiance et de soutien aux agents de la fonction publique. L'engagement, c'est le dégel du point d'indice. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Vous confirmez? Ce sera une mesure générale? Bien sûr. C'est l'engagement qu'on a pris pendant la campagne. Quel sera le niveau de la hausse? On le tiendra. Moi, vous savez, j'ai rencontré dans les toutes premières heures de mon arrivée au ministère toutes les organisations syndicales. Je viens de rencontrer les 9 organisations syndicales de la fonction publique, passer du temps avec eux pour discuter de ce qui nous attend immédiatement et ce qui nous attend à venir. Et donc, je construis avec eux justement ce dégel du point d'indice. Je ne vous annoncerai pas un montant ce matin, tout simplement parce que ça ne sera pas respectueux du dialogue social que je mène avec eux. Est-ce que c'est tranché? Pas encore, nous avons des discussions. Moi, je veux m'engager pour que ça se voit sur la fiche de paye. C'est l'engagement que j'ai pris. À partir de quel niveau ça se voit? Vraiment, sincèrement, je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui, tout simplement parce que on veut construire cette méthode qui est une méthode de dialogue. Elle sera moyenne et elle sera substantielle. Je veux que ça soit le plus significatif possible et que ça se voit sur la fiche de paye. Ça, c'est ce que j'essaye de construire avec les organisations syndicales. Mais en respectant une méthode qui est d'abord celle du dialogue, de la construction et ensuite des annonces politiques. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que nous travaillons, et tout le gouvernement travaille, à préparer ce projet de loi sur le pouvoir d'achat parce que c'est ça l'urgence. Pour les Français et pour les agents de la fonction publique. Donc nous serons... Ça tarde. Quand est-ce qu'il sera présenté?
l'objectif, c'est qu'il soit présenté au lendemain des élections législatives, peut-être au Conseil des ministres fin juin. Il y a un Conseil des ministres le 29 juin. Pardon, on nous avait dit que ce serait présenté avant les législatives, en Conseil des ministres. Finalement, non. Elisabeth Martichoux, vous le savez bien, pour voter un texte de loi, il faut une majorité à l'Assemblée. Oui, mais ça ne veut pas dire... C'est ça le sens de l'élection législative. Alors, que le gouvernement, au travail, dès les premières minutes de son installation, prépare ce texte, le fasse passer en Conseil des ministres dès le lendemain des élections législatives, et qu'on puisse le voter dès le mois de juillet, bien, écoutez, je crois qu'on répond à l'urgence qui a été manifestée dans cette élection. Et nous tiendrons, je veux vraiment vous le dire sur le fond, parce que dans la campagne, c'est ça que les gens nous demandent, nous tiendrons tous nos engagements. Le dégel du point d'indice, l'indexation des retraites, la baisse des charges pour les indépendants. Oui, mais ce sont des choses qui sont très concrètes. Mais bien sûr, mais je reste sur le dégel, ça c'est très concret. Bien sûr. Est-ce qu'avant le deuxième tour, ce sera peut-être, ça donnera lieu à une communication au Conseil des ministres avant d'être, à défaut d'être vraiment présenté comme un projet de loi, est-ce qu'avant le deuxième tour, on aura le montant du dégel? Moi, je suis respectueux de deux choses. Un, des règles de la campagne électorale. Vous le savez, il y a une période de réserve qui empêche, d'une certaine façon, de faire des annonces qui pourraient influencer l'élection. Et donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous tiendrons nos engagements, ceux qui ont été annoncés pendant l'élection présidentielle, et nous dégèlerons le point d'indice. Oui, c'est un objectif. Et puis, je suis respectueux, je vous l'ai dit, du dialogue avec les organisations syndicales. Il y a cet équilibre-là à trouver. Nous le trouverons. Je vous demande juste quand. Et ça se verra sur la fiche de paye. Ça, je peux vous le dire ce matin. Quand est-ce qu'on le saura? Au lendemain des élections législatives. Donc, puisque c'est le temps du dialogue social. Pour la CFDT fonction publique, vous l'avez donc reçue, vous, cette hausse doit être bien supérieure. Je les revois aujourd'hui. Eh bien, elle doit être bien supérieure à 3%. Ils ont dû vous le dire. On rappelle qu'on a une inflation comme jamais énorme, 5,8%, que selon l'INSEE, de 2009 à 2019, les salaires des agents publics ont diminué de 0,7%, quand ceux du privé ont augmenté de 4,8%. Quand on met tout ça... côte à côte, évidemment, on se dit ce sera au moins de 3%. On se dit que nous devons être au rendez-vous de l'urgence et du pouvoir d'achat. Je ne peux pas vous dire plus aujourd'hui. Il y a une inflation qui est très élevée, je le fais aussi remarquer, qui est moins élevée que chez nos voisins européens. Il y a 19 pays dans la zone euro, la France est le 18e en matière d'inflation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu les élections pour agir, pour bloquer les prix de l'énergie. Tout ça, ça compte évidemment, mais nous serons au rendez-vous. Il y a beaucoup de mesures qui sont très concrètes dans ce texte pour le pouvoir d'achat, certaines qui concernent les agents de la fonction publique, d'autres qui concernent tous les Français. Poursuivre le bouclier tarifaire sur l'énergie, c'est une mesure qui est évidemment très importante, bien entendu, mais tout ça, nous le ferons et nous tiendrons nos engagements. Alors, pas de mesures générales, mais des mesures catégorielles pendant tout le quinquennat précédent. C'était presque une philosophie, c'était une règle, il fallait rompre avec les mesures générales. Combien de fonctionnaires, pardon, question précise, combien de fonctionnaires ont bénéficié sous le dernier quinquennat de mesures catégorielles? Je vais vous dire, il y a 5,7 millions de fonctionnaires. 5,7. Tous les fonctionnaires et contractuels d'ailleurs, tous les agents de la fonction publique ont bénéficié d'augmentations de salaire, parce qu'il y a des augmentations, des avancements de salaire pour tout le monde. C'était à peu près 1 point, 1,5 point par an, en dehors de ce qui est fait par le point d'indice. Il y a des mesures catégorielles qui ont été prises. Il y a des mesures catégorielles. Il est gelé depuis 2010. Le point d'indice, oui, il y a quand même eu des augmentations de salaire. Mais vous avez tout à fait raison, ça fait des années que le point d'indice, c'est-à-dire la mesure la plus générale pour tous les agents, c'est gelé. Qu'est-ce qui a été fait dans le quinquennat précédent? Des mesures spécifiques, mais je vais vous répondre très précisément. Je vais vous le répondre très précisément. Des mesures spécifiques pour les agents de la fonction publique qui gagnent le moins. Les fonctionnaires de catégorie C sont 45% des fonctionnaires. Quasiment la moitié des fonctionnaires, de ces 5,7 millions de fonctionnaires, ce sont des agents de catégorie C. Et c'est sur cela qu'ont été concentrées les mesures d'augmentation de salaire. Et puis, il y a eu des mesures catégorielles, vous l'avez parfaitement dit, pour ceux qui étaient très, très défavorisés dans le système. Je pense aux soignants, évidemment. Avec le Ségur de la santé, ça a été très net. Quasiment 200 € d'augmentation par mois pour les agents de la fonction publique hospitalière, pour les agents du secteur médico-social. Il y a eu un début d'augmentation pour les professeurs. Oui, mais c'est très important. Si l'administration est aveugle ou pas. Est-ce que vous savez, sur les 5,7 millions, combien ont bénéficié ou pas de mesures catégorielles? Je viens de vous le dire, puisque des mesures ont été prises sur les catégories C, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, 45% des agents de la fonction publique, eh bien, ce sont ceux-là qui ont le plus bénéficié de mesures. Et ensuite,
c'est dans la fonction publique hospitalière, avec le Ségur, sont chez les professeurs aussi. Ils sont 1,2 million d'agents, je vous donne beaucoup de chiffres, puisque vous me le demandez, dans la fonction publique. On a commencé avec Jean-Michel Blanquer, avec le Grenelle de l'éducation, on a commencé la revalorisation des enseignants, mais l'engagement que nous prenons, c'est d'aller plus loin dans ce quinquennat, parce que nous avons des professeurs qui sont moins payés que nos voisins européens, et donc nous leur devons cela. Je vous en ai donné beaucoup, Elisabeth Martichoux, mais je crois que ceux qui nous écoutent... C'est vrai que c'est intéressant de savoir si, quand on est ministre, on a une vision claire et vraiment chiffrée du nombre de fonctionnaires. J'espère vous avoir donné cette vision claire. Non, puisque vous aviez choisi effectivement de catégoriser les hausses. Là, ce sera une mesure générale. La réforme des retraites, ça m'intéresse de vous entendre ce matin. Et c'est pour ça que je voulais citer Michel Sardou. Il est interviewé dans Paris Match, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire encore. Pas encore. Par Bruno Jeudi. Et voilà ce qu'il dit d'Emmanuel Macron, sur lequel il est sceptique. Ce qu'il dit, il ne le fait pas. Avec lui, tout se noie dans un tas de mots. Sur les retraites, par exemple, on ne sait plus ce qu'il veut faire et pourtant on sort juste de la campagne. Son en même temps me fait, alors je ne l'ai pas vraiment écrit parce que ça ne se dit pas trop, mais tout le monde a compris, CH, 3 petits points. On ne sait plus ce qu'il veut faire, dit Michel Sardou. Sans doute est-ce une appréciation très partagée sur la réforme des retraites. Stanislas Guerini, est-ce qu'elle est reportée, cette réforme ? Non, je vous réponds de façon extrêmement claire. D'abord, 2 choses. Ce que nous avions promis dans l'élection présidentielle de 2007, nous l'avons fait beaucoup plus qu'aucune autre majorité dans le quinquennat précédent. Donc, en l'occurrence, le président de la République, notre majorité, tient ses engagements, et je veux le dire ici très précisément. Et ce que nous avons dit dans cette élection, ce que Emmanuel Macron, le président de la République, a dit dans l'élection 2022, nous allons le faire. Et notamment, évidemment, pour la réforme des retraites, qu'il faut porter précisément. Vous comprenez avec le clarté. sentiment. J'invoque Michel Sardou parce que je trouve qu'il dit les choses de façon, encore une fois, qui doit être très partagée. On se dit, ça devait être une réforme d'urgence. Finalement, ce sera une concertation à l'automne. Donc il est urgent de ne pas attendre. Ce devait être un recul de l'âge légal de la retraite de 65, puis 64 ans. Elisabeth Borne dit, il y a quelques jours, ça n'est plus un totem. Mais qu'est-ce que ce sera, cette réforme ? Je vais vous dire les choses très précisément. Ouais. Il y a, dans cette élection, 2 urgences qui ont été manifestées extrêmement fortement. L'urgence pour le pouvoir d'achat, nous en avons beaucoup parlé ce matin, et nous serons à la tâche, majorité présidentielle, dès maintenant pour le gouvernement, dès l'été pour les députés, si les Français nous font confiance. Il y a l'urgence climatique, pour laquelle le travail doit s'accélérer immédiatement, et nous aurons là aussi un texte de loi pour simplifier les installations d'énergie renouvelable dans notre pays dès l'été. Et puis il y a des grands chantiers pour ce quinquennat. Le travail, la santé, l'éducation, la démocratie. Et ces grands chantiers, nous souhaitons les ouvrir dès le début du quinquennat. C'est pour ça que les concertations doivent démarrer rapidement, en respectant aussi les syndicats, pour que ces transformations elles soient effectives pour les Français. Parce que trop souvent, on a fait les choses à l'envers. Alors, il faut tirer les enseignements. On s'est parfois précipité à l'Assemblée nationale, voter des choses et qui devenaient effectives pour les Français 3, 4 ans plus tard. Nous avons choisi de changer de méthode. C'est exactement ce qu'Emmanuel Macron... On ne voit pas très bien ce que c'est, cette nouvelle méthode. Je vais vous dire la chose. D'abord, c'est une place à la concertation, au dialogue social plus importante, pour dire les choses très franchement, que ce qu'on a pu faire par le passé. Donc moi, je crois que c'est très important de créer du consensus. Ce n'est pas du tout mettre une réforme sur le tapis que de créer du consensus. Vous m'avez interrogé sur le point d'indice. On va le faire. Ça n'empêche pas de discuter avec les organisations syndicales de ce que nous voulons faire. Ben, ça sera la même chose pour les retraites. Mais dans la clarté, qu'est-ce que nous voulons faire pour les retraites ? D'abord, augmenter les pensions. C'est le projet contraire de toutes les forces politiques dans cette campagne. Oui, on veut pouvoir financer 1 100 € de pension minimum pour tous les Français. Et puis, on dit que nous voulons financer le progrès dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le grand âge, pour l'autonomie, pour un projet de solidarité. Et donc, pardon, laissez-moi aller au bout, parce que vous allez me dire que ce n'est pas clair sinon. Et donc, effectivement, travailler plus longtemps. Alors, plus longtemps, donc, il y a 2 méthodes. Fixé. Je voudrais vraiment prolonger, parce que vraiment... non, mais allez-y. Il y a le recul de l'âge légal à la retraite. Pousser l'âge légal jusqu'à 65 ans. Ou il y a l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que c'est en balance ? Le projet qui a été présenté, c'est de repousser l'âge légal à 65 ans, avec un rythme qui est celui de le faire 4 mois par an. Ce rythme-là, c'est celui que nous avons présenté aux Français et c'est celui que nous allons discuter avec les organisations syndicales. Mais quand vous prenez 4 mois par an,
ça veut dire qu'à la fin du quinquennat, on aura atteint les 64 ans. Mais soit on bouge l'âge il y aura légal un de la moment retraite. de rendez-vous qui s'appellera l'élection présidentielle, qui vaudra clause de revoyure d'une certaine façon, puisque les Français, à ce moment-là, pourront voir la dynamique qu'on a enclenchée, où nous en sommes. Vous allez plus vite que moi. Il y a deux méthodes pour travailler plus longtemps. Vous dites là-dessus, on ne va pas canner, pardon pour l'expression. On en a besoin pour financer le progrès. En tout cas, le projet qu'on a présenté aux Français, il est très clair. Il y a deux méthodes. Il y a le recul de l'âge légal qu'avait annoncé Emmanuel Macron, et puis il y a l'allongement de la durée de cotisation. Je vous pose une question, est-ce que c'est en balance? Est-ce que c'est en discussion? Le projet politique que nous avons porté et présenté aux Français, c'est celui de reporter l'âge légal de départ. Donc c'est celui qui sera appliqué. Mais c'est celui qui sera proposé aux organisations syndicales, discuté, et que nous souhaitons appliquer. Je veux vous répondre extrêmement clairement. Mais disons les choses clairement, parce que tout n'est pas aussi clair. Moi, je vois que l'alliance mélenchoniste d'extrême gauche présente un projet où à chaque fois qu'on leur pose la question de dire mais attendez, est-ce que c'est vraiment l'âge légal de départ à la retraite à taux plein, ils sont en difficulté pour répondre. Parce qu'ils nous parlent de durée de cotisation, mais quelqu'un qui prendrait sa retraite, qui a commencé à travailler à 25 ans et qui partirait à 60 ans, comme on veut nous faire croire, mais il a une baisse des pensions de retraite. Donc en réalité, vous avez deux projets dans cette campagne. Un projet qui est le nôtre, celui de la majorité présidentielle, qui repose sur l'allongement de l'âge légal pour financer du progrès et pour financer une retraite minimum à 1 100 €. Et puis un projet qui me semble à la fois une impasse financière, mais aussi de justice sociale, qui est celui de la baisse des pensions de retraite. J'ai encore plein de questions, il nous reste quelques minutes à peine. J'ai plein de réponses. Un mot très vite de la grève à l'ENA, ça vous concerne. Oui. Le 9 juin, un appel à la grève contre la réforme de la haute fonction publique. Ce sont les élèves de l'ENA, futurs hauts fonctionnaires. Ils pestent contre leur scolarité. Ils pointent la liste des postes qui se réduisent à portion congrue, disent-ils, dans les grands corps de l'État. Juste un mot, un message que vous leur donnez, leur passez ce matin. D'abord, je suis avec beaucoup d'attention ce qu'ils peuvent dire. J'ai fait le point hier avec la directrice de l'Institut national du service public, c'est-à-dire cette école qui forme les hauts fonctionnaires de notre pays, pour exactement regarder leurs revendications. C'est une promotion qui a été très chahutée. Il y a eu cette réforme-là, il y a eu la crise du Covid aussi, et donc je reconnais que ce n'est pas facile pour eux. Mais je veux dire les choses très clairement, cette réforme, nous l'assumons. Il faut qu'on puisse avoir des hauts fonctionnaires qui aillent sur le terrain, les postes qui ont été proposés, plus nombreux d'ailleurs que le nombre d'élèves dans la promotion, pour qu'ils puissent choisir, sont des postes qui leur permettra d'entrer dans la haute fonction publique en étant sur le terrain, en travaillant dans les territoires, dans les départements, aux politiques publiques les plus concrètes. Donc oui, je veux à la fois les écouter, il y aura des moments de rencontre que j'ai demandé à la directrice, au président du jury des examens qui vont passer en fin d'année, de pouvoir les rencontrer, les écouter, travailler avec eux, mais expliquer aussi aux Français que nous sommes en train de construire une haute fonction publique qui sera projetée sur le terrain rapidement, et ça, je l'assume parfaitement. Campagne sans élan, c'est ce que remarquent tous les observateurs. Nous sommes à 10 jours du premier tour. Olivier Véran, hier sur LCI, admettait qu'elle était apathique. Vous choisiriez quoi comme qualificatif, vous ? Je crois que les Français sont un peu fatigués des débats parfois hystérisés, et quand on va sur le terrain, ils ne nous parlent pas forcément de ce qu'on voit sur les plateaux de télévision. Ils nous parlent de leurs problèmes, de leur quotidien, de leurs difficultés à boucler les fins de mois. Moi, c'est de ça beaucoup dont je parle. Les Français ont la tête à l'élection, vous pensez ? Je ne suis pas sûr qu'ils aient la tête au débat hystérisé, en tout cas, au slogan, au punchline. Ils ont la tête à ce qu'une majorité, un gouvernement puisse régler leurs problèmes. Et je crois que c'est vraiment ça leur préoccupation. Et donc moi, je crois que l'élan que nous leur devons, c'est l'action. C'est de trouver des réponses, c'est de travailler sur le pouvoir d'achat, c'est de travailler sur la souveraineté énergétique, puisque ce sont ça les grands sujets pour le pays. Et ça, c'est ce que nous faisons matin, midi et soir. Moi, le jour, je travaille dans mon ministère à répondre aux préoccupations des Français et des agents de la fonction publique. Le soir, dans ma circonscription, avec les candidats de la majorité, j'irai en soutenir beaucoup dans les prochains jours. Parce que nous devons construire, oui, tout à fait. Et je fais campagne. On dit que c'est une campagne délicate pour vous. On ne peut pas entrer dans le détail pour des raisons... évidemment, si c'est le cas, vous devrez quitter le gouvernement. Ce sera la règle. Mais très clairement, bien sûr. C'est une règle qui est fixée. Vous aurez été ministre un mois et demi. C'est pour ça que je vais essayer de faire un peu plus, si vous me permettez ça, en convaincant. Mais oui, le débat démocratique, c'est la clarté aussi. Donc il y a cette règle-là qui a été fixée. Moi, ça me convient très bien, parce que c'est du terrain qu'on tire cette légitimité. Mais je mets toutes mes forces
pour qu'on puisse avoir une majorité, parce qu'une majorité, c'est pas pour faire bien, c'est la condition pour agir et être utile pour les Français. Moi, Elisabeth Martichoux, c'est pour ça que je me suis engagé dans la vie politique. Je ne faisais pas de politique il y a 6 ans encore. J'ai une immense responsabilité, celle d'être le ministre des agents de la fonction publique. C'est pour elles, pour eux, que je veux me battre. Encore un dernier mot. Il y a une grève aujourd'hui à la RATP, à l'appel des syndicats qui avaient déjà fait grève il y a une semaine, le jour du chaos au sport du Stade de France. C'est CGT, UNSA et base RATP qui ont salué le succès inespéré de la grève samedi dernier, donc bis repetita avant le France-Danemark de ce soir. Je n'avais pas lu Michel Sardou, mais ces déclarations-là, je les ai lues. Celle de je ne trouve pas que ce soit très responsable de saluer l'immense succès d'un mouvement qui a contribué, ce n'était pas le seul facteur, vous le savez bien, mais qui a contribué aussi à créer une situation très difficile, qui nous a tous fait très mal en la voyant, il faut se dire la vérité. Donc je ne crois pas que ce soit des propos qui soient très responsables. 73% des Français n'ont pas été convaincus par les explications de Gérald Darmanin sur les causes de ce chaos. Il a mis vraiment la charge sur les supporters anglais. Il faut qu'il retourne au charbon. Il n'est pas compris par les Français. Il faut faire exactement ce qu'il est en train de faire avec la ministre des Sports. Moi, je veux le dire. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est compétent et courageux, qui ne tient pas de discours à géométrie variable. Parce que vous savez, c'est trop facile parfois, sur un plateau de télévision, de dire « Ah, c'est la faute des policiers, etc. » Et puis ensuite de leur dire des mots doux. Moi, j'ai été toujours aux côtés de Gérald Darmanin quand, devant les forces de l'ordre, il a soutenu. Il a dit aussi le travail exemplaire qu'il faisait. Alors, oui, il y a des choses à revoir sur les dispositifs de maintien de l'ordre. Il l'a dit lui-même. Mais il ne faut pas être ambigu. Les Français soutiennent leurs forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur soutient les forces de l'ordre. Moi, je suis aussi le ministre des forces de l'ordre, puisque ce sont des agents de la fonction publique. Je veux leur dire ici mon respect et mon soutien. Merci Stanislas Guerini d'avoir été ce matin sur LCI.